Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe Coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe Coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. Luc Martin, j'ai une question pour toi qui va être directement en lien avec notre thème d'émission aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es bon, toi, pour faire pousser des légumes dans un potager ou des fleurs? Oh, le pouce vert, Oui? pas vraiment. Non? Les pissenlits, ça va bien. Oui, mais tu sais, on va apprendre aujourd'hui que ça peut être très utile, des OK. pissenlits. Puis on peut aussi, bien sûr, partir de la graine, aller jusqu'au plan final pour avoir notre salade. Monsieur Fortier, tout d'abord, essayez de nous dire c'est quoi la différence entre un semencier et un grenetier. Qu'est-ce que vous êtes, vous? En fait, moi, je me dis plutôt semencier, mais je suis aussi grainotier. En fait, un grainotier, c'est quelqu'un qui distribue des graines par la vente au détail. Mais traditionnellement, le semencier produit lui-même les graines. Donc, c'est la différence d'une compagnie qui revend des graines. Il y en a beaucoup plus qui existent que des semenciers qui les produisent. Donc, ça, c'est un métier qu'on est en train de réinventer parce que ça s'était vraiment perdu puis ça ne s'enseigne pas dans les écoles. Parlant de support et de diversification, quels sont les produits les plus en vedette que les gens aiment le plus? C'est sûr que dernièrement, bien, ça change d'une année à l'autre. Ça, c'est vraiment drôle. Puis il y a des légumes qui étaient comme inconnus quand je les ai mis en marché. Donc, c'est sûr que c'est une mise en marché difficile parce que parfois, il n'y a aucune demande pour un produit. Exemple, le chervi, qui est une sorte de légume racine qui était mangé jusqu'au 19e siècle. Mais déjà au 19e siècle, il n'était plus à la mode. Donc, les Romains, dans l'Antiquité, on en mangeait. C'est une plante sauvage en Europe. C'est comme une carotte vivace. Donc ça, je l'ai mis en marché pendant plusieurs années sans aucune demande. Et puis, ouf, dernièrement, là, depuis 2 ans, je dirais, là, c'est un produit vedette. Une betterave fourragère, une betterave donc qu'on destinait à l'alimentation du bétail avant. C'est une betterave qui peut devenir là, vraiment grosse et qui n'est pas normalement considérée comme un légume pour les humains, mais c'est devenu mon meilleur vendeur dans les betteraves. Lorsqu'on parle d'un semencier, il y a bien sûr la culture. De quelle façon vous procédez pour la culture des plantes ou des variétés? Au niveau culturel, pour la production de semences, c'est plus exigeant que la simple production de légumes parce que les légumes, en général, vont rester beaucoup plus longtemps dans le jardin pour mener les semences à maturité. Donc, par exemple, la laitue qui va prendre, disons, 60 jours pour atteindre le format comestible. Bien, pour la semence, ça va prendre la saison au complet. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie, qu'elle ne brise pas au vent. Donc, la protection du vent est vraiment importante, surtout au Kamouraska. Et la santé du sol est primordiale. Donc, parce que moi, je suis certifié bio, donc je ne fais pas de traitement de fongicides ou rien. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en production légumière, on veut s'assurer que tous les légumes plantés sont bons à manger. Mais en production semencière, les pertes ne sont pas, on ne les considère pas comme un élément négatif. Ça permet de faire une sélection. Parce que chaque graine plantée a quand même un bagage génétique un petit peu différent l'une de l'autre. Alors, il y en a certaines qui vont avoir plus de résistance que d'autres. Alors, on veut propager une lignée de plantes très résistantes. Donc, les pertes ne sont pas considérées comme des... En fait, on mange les légumes déclassés et c'est toutes les plus belles qui servent à faire la semence. Au niveau de la production, il y a quand même plusieurs variétés que vous avez ici qui sont disponibles. Oui, j'ai au-delà de 200 variétés. De bon an, mal an, 200, 225. Mais tout n'est pas produit en même temps, bien entendu, ça serait fou. Mais donc, il y a des graines qui, comme dans les haricots, bien, sont bonnes plusieurs années. Donc, je ne suis pas obligé de recommencer, de recultiver une variété donnée chaque année. Donc, il y a un roulement de variétés qui se fait dans l'inventaire. Et j'ai aussi un petit réseau de production, comme dans la région, il y a des gens de la région de Rimouski. Je fais partie d'un regroupement de petits producteurs qui s'appelle l'Avenue Bio de l'Est,
qui regroupe des petits producteurs maraîchers bio de tout le Bas-Saint-Laurent. Donc, à l'intérieur de ce réseau-là, il y a des gens qui font des semences pour moi dans la région, ce qui permet d'étendre l'inventaire. La variété qui est la plus recherchée ici présentement ou on pourrait dire spéciale, là, que vous êtes heureux d'avoir, ça se compare à quoi? Bien, c'est sûr que en ce moment, je suis très fier d'offrir des graines de doucette d'Alger. C'est une sorte de mâche, là, donc une petite plante à salade qui n'est pas encore très connue. En fait, je ne dis pas encore très connue, elle n'est plus connue, c'est-à-dire qu'on en mangeait au 18e siècle, mais ça ne fait plus partie de nos habitudes tant que ça. Mais je suis très fier de pouvoir offrir cette variété de semences-là. D'ailleurs, il y a des chefs français de France, il y a des gens qui m'en commandent parce que c'est très difficile de trouver des graines. Mais parfois, je comprends pourquoi quelque chose est rare, parce que c'est difficile d'en récolter les graines. Au niveau tout ce qui est mauvaises herbes, quand on est certifié bio, ça doit être quand même assez particulier. Moi, c'est pas un énorme problème, non. Mais entre autres, les pissenlits, tout le monde devient fou avec les pissenlits. Mais moi, les pissenlits font un beau travail dans mon terrain parce que, je les laisse dans les allées. Toutes mes allées entre les planches sont couvertes de pissenlits, donc ça ne gêne pas, on marche dessus. Les racines de pissenlit favorisent l'écoulement de l'eau. Quand il pleut beaucoup, la fonte de la neige au printemps, mon terrain se ressuie beaucoup plus vite à cause des pissenlits. Et puis puis le pissenlit va chercher des minéraux aussi. Il remonte des minéraux à la surface. Donc ça garde, pour la santé du sol, c'est excellent. Mais dans un sol moelleux comme le mien, moi je suis en planche permanente, je vous l'ai dit, donc le travail n'est pas mécanisé. Donc on ne pile jamais dans les planches. Donc c'est du mélange à gâteau. Je peux rentrer mon bras, moi, dans mes planches de culture, même si c'est un lot margileux. Alors, quand il y a des pissenlits dedans, là, on peut à la limite juste tirer dessus, puis ils viennent. C'est vraiment pas un fléau. Et comme je ne bouleverse pas le sol par le travail mécanique, donc je ne remets pas plein de graines à la surface, les gens qui vont rotoculter le jardin chaque année, ils vont réveiller beaucoup de semences de mauvaises herbes. Donc moi, ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup moins de problèmes de mauvaises herbes qu'il y en a. Il faut toujours agir. Et d'autre part, comme je suis semencier, je crée mes propres mauvaises herbes parce que comme j'ai des graines de carottes, des graines d'arroche, c'est un épinard ancien, toutes sortes de légumes à manger, de la bourrache, qui se ressèment. En fait, c'est que je récolte les graines, mais je ne réussis jamais à récolter toutes les graines. Donc, j'ai beaucoup de mes propres cultures qui se ressèment et qui deviennent des mauvaises herbes. Donc, quand on désherbe, ben, c'est comme aller à l'épicerie, c'est gratuit. En fait, c'est des salades. On mange ce qu'on désherbe. Pour un particulier qui désire faire ses semis, par exemple, est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus difficiles que d'autres à faire pousser dans un simple jardin ici? Ah oui. Il y a des variétés qui demandent des techniques, des procédures de semis particulières, comme le cerfeuil musqué. C'est une sorte de semence que je n'envoie qu'à l'automne, fraîche. Parce que si on la conserve tout l'hiver au sec, on ne peut pas la semer au printemps après qu'elle ait passé 2-3 mois dans un bocal séché. Il faut semer la graine fraîche à l'automne et en surface du terreau. Donc, les graines ont un œil, elles détectent la lumière. Il y a des variétés de graines qui ont besoin de voir la lumière pour germer. Donc, en plus, elle a besoin d'une période de froid et ensuite suivie de chaud-froid au printemps. Donc, quand j'envoie la graine en septembre, on la sème, on ne fait rien, puis ça germe au printemps. Mais faut quand même respecter cette procédure. Donc, il y a plusieurs plantes qui sont un petit peu plus sauvages, qui ont des besoins comme ça pour les réveiller, les sortir de dormance. Au niveau du travail, ici, au niveau de la répartition, c'est un 12 mois année. Au niveau... Oui, hélas. La période d'automne et hiver est sinon plus occupée que la période des cultures. Oui, en fait, la période d'hiver, en ce moment, c'est pas mal du 7 jours sur 7. Parce que c'est la période... Souvent, je sursaute quand les gens me disent « Ah, tu dois te reposer, là, ça doit être tranquille. » Non, l'hiver, c'est intense. En janvier, là, les commandes commencent vraiment à rentrer, mais je dois ensacher... Pour commencer ma saison, je dois ensacher environ 25 000 sachets de 225 variétés différentes. Donc, je dois imprimer moi-même les sachets. Quand on change de l'eau, on change le... Je ne peux pas faire imprimer mes sachets d'une imprimerie parce qu'on change de l'eau, il faut changer l'information sur le sachet, l'année de récolte. Tout. Donc, il faut tout imprimer, tout en sachet. Là, j'ai beaucoup d'amis qui viennent... on fait des corvées d'ensachage. Et puis là, les ventes commencent. Il y a des foires de semences. À partir du début février, il y a des foires de semences les fins de semaine. Donc, on se promène à travers le Québec. Là, Montréal, Plessisville, Saint-Apollinaire, Saint-Vallier, Québec.
Gatineau. Donc, on se promène les fins de semaine avec les graines dans des boîtes, puis on monte des étals dans des foires spécialisées où les gens viennent nous dévaliser. Et puis, pendant la semaine, c'est les commandes qui rentrent, c'est tous les jours au bureau de poste, des journées entières. Ouais. Puis le service à la clientèle qui est très intense, les gens appellent. Et puis là, au printemps, quand on doit commencer à faire les semis, mais les ventes sont encore intenses. Là, je dois me séparer en deux, un peu dans le jardin, puis à l'intérieur pour répondre aux commandes. Je dirais que la petite période d'accalmie, c'est la mi-juillet. De mi-juillet à mi-août, parce que le jardin est implanté, il n'y a à peu près pas de commandes. Et c'est de l'entretien du jardin. Et puis, donc, c'est peut-être la période la plus calme de l'année. Okay. Parce qu'après, les récoltes commencent en juillet, ça s'intensifie, ou septembre, les récoltes de semences, parce qu'il y a plusieurs variétés qu'on ne récolte pas tout d'un coup. Ce n'est pas comme couper du blé là, sur l'épi. Il y a des sortes de plantes comme la pensée sauvage, on doit y aller tous les jours ou tous les 2 jours, un peu avant midi, récolter les graines. Puis c'est un de mes meilleurs vendeurs. Alors, c'est ponctuel. Là, les récoltes vont s'intensifier jusqu'à la fin octobre. Et on doit préparer, fermer le jardin. Et novembre, c'est une période d'enseignement. Je donne de la formation. Et on doit traiter les graines. Parce qu'une fois récoltées, les graines séchées, il faut les nettoyer, puis les trier, puis les tester. Donc ça occupe novembre-décembre. Quand vous dites les tester, c'est de vérifier la germination. Le taux de germination, oui. Mais avant, parce que parfois, si le taux de germination n'est pas assez élevé, on les renettoie, c'est-à-dire on les repasse dans la vanneuse pour ressouffler les graines plus légères. Donc, il y a tout un processus d'affinage des lots de semences. OK. Lorsqu'on parle justement de nettoyer le tout, c'est des petits appareils qui existaient déjà ou que vous avez dû Il y en a que j'ai patenté moi-même avec okay. des plans trouvés sur Internet, avec un vieil aspirateur et puis des tuyaux de PVC. OK. Mais j'ai la chance d'avoir acquis une petite machine spécialisée, là, comme une espèce de grosse vanneuse, mais format de table pour les petits semenciers. Et je travaille aussi avec des appareils comme des séchoirs à cheveux, le vent dehors, la bonne vieille technique ancestrale de juste transvider d'un seau à l'autre. Il y a plein de déchets qui partent, puis des tamis, beaucoup de tamis. Ça reste très artisanal, c'est des gestes ancestraux. Le début de l'agriculture a commencé avec ces gestes-là, avec la récolte des semences. Donc, mais on a quand même le fait d'avoir de l'équipement un peu mécanisé, dans certains cas, ça aide beaucoup. Et je peux remarquer l'intérêt de gens plus jeunes que moi pour qui ils sentent bien que c'est nécessaire. Et j'ai initié chaque année, par mes formations du mois de novembre, j'initie plusieurs personnes à la production de semences. Il y en a même un qui a parti sa propre compagnie de l'autre côté, à Saint-Siméon, et après une simple formation. Donc, c'est beau. On va faire des petits. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646. Depuis 1982, la MRC de Kamouraska favorise le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur son territoire. La MRC de Kamouraska, fier partenaire de l'émission Le Pied Ferme, 88 492 1660. Aujourd'hui, à la chronique vétérinaire, on parle de soins dentaires chez les animaux de compagnie. Oui, bien sûr. Pourquoi qu'il y a des soins dentaires pour les plus gros animaux aussi, surtout les chevaux, mais bon, ça sera un autre sujet peut-être éventuellement. Donc oui, les soins dentaires, de plus en plus de gens sont au courant que les animaux devraient recevoir des soins dentaires, mais c'est encore quelque chose quand même qui est mal connu ou mal compris. Mais d'habitude, on se contente d'un petit bâton. Oui, oui, exactement, le fameux Dentastix, Dentabone, pour ne pas les nommer. Puis on pense qu'en faisant ça, notre animal va être en meilleure santé, puis ses dents vont rester blanches. C'est pas vraiment le cas, en fait. Donc, ce qu'on va avoir, c'est des animaux qui vont développer tranquillement des problèmes de plaques, de tartes, et à un moment donné, on va avoir des problèmes plus graves qui vont s'installer. Les dents, quand elles sont en santé, elles ressemblent à ça. Donc, vous avez une gencive qui est très rose, qui est égale partout, des dents qui sont quand même bien blanches, mais on va dire blanches, elles sont un peu beiges, mais bon.
Ce qu'on voit de l'autre côté, c'est un extrême. Okay? On s'entend que ce n'est pas tous les animaux qui vont se rendre à ça, mais c'est pour visualiser qu'est-ce que la maladie dentaire peut faire. Donc, quand on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a des dents qui sont usées, qu'on voit des petits points apparaître. La gencive est très rougie. C'est la gingivite qu'on connaît aussi chez l'humain et on a des apparitions de tartre autour des dents qui nous les font presque disparaître. Ça se forme avec le temps. Et il y a des chiens et des chats qui sont plus sensibles que d'autres et il y a des sensibilités de race. Le nerf de la guerre chez les chiens et les chats, c'est le brossage de dents. Si on veut quelque chose de pas coûteux, c'est surtout du temps que ça va nous coûter, c'est le brossage de dents. Ce qui est important de savoir, c'est que, deux choses, on ne peut pas utiliser la pâte à dents d'humain pour ça. Un peu comme chez les enfants, hein, parce qu'ils avalent la pâte à dents. La pâte à dents, on sait, la pâte à dents d'humain, elle est toxique. Donc, on ne peut pas l'utiliser. On va utiliser des pâtes à dents pour animaux qui, en général, goûtent meilleur pour l'animal. Nous, peut-être qu'on n'aimerait pas la saveur de volaille ou de fruits de mer, mais bon, eux adorent ça. La deuxième aide en ce qui concerne les soins dentaires, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle, ce qu'elle va faire, si on vulgarise beaucoup, ce que je disais tantôt, quand on brosse la dent, on détruit le constructeur de tarte. Quand on donne une alimentation pour les dents, on détruit la job du constructeur, finalement. C'est ce qu'on fait. Donc, la bactérie s'acharne à construire la plaque, qui est une espèce de filet abrasif qui va l'aider à construire son tartre. Puis, après ça, bon, bien, elle va se construire comme ça. Donc, la pâte à dents détruit la bactérie. La croquette, elle va aller brosser mécaniquement la dent, donc va détruire ce petit filet-là ou le début de tarte qui est encore mou, qui peut être enlevé. C'est pas une panacée, c'est pas un remède miracle, l'alimentation, ça a ses limites. Un chien, ça croque avec ses dents d'en arrière. Les canines, oubliez ça, ça va pas utiliser, on ne pourra pas utiliser le potentiel de la nourriture pour aller gérer les canines. Le brossage de dents va quand même demeurer important pour la partie avant. Mais la partie avant est beaucoup plus facile à brosser que la partie arrière. Fait que c'est intéressant à utiliser. Donc, les croquettes qui vont être vendues, il faut faire attention. Les croquettes approuvées pour vraiment les problèmes dentaires ne sont que des croquettes vétérinaires. Ça n'existe pas des croquettes dentaires en animalerie ou en épicerie. Dans le cas où un chien aurait déjà beaucoup de tartes d'accumuler, fait de la gingivite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de remettre le tout à zéro, hein? De repartir du bon pied. En fait, ce qu'on va recommander de faire, c'est un peu la même chose que chez l'humain. Donc, quand on va faire le bon vieux nettoyage chez le dentiste, on va en faire aussi chez les animaux de compagnie. Et comme ça, on va remettre la dentition à neuf, finalement, pour par la suite essayer de faire une bonne hygiène pour éviter de retourner en procédure. C'est sûr que chez l'animal, on va aller en anesthésie générale. On n'a pas encore trouvé le moyen de leur ouvrir la bouche, qu'ils restent tranquilles en faisant « Ah » le temps qu'on leur lave les dents. Mais moi, ça me prend tout mon petit change chez le dentiste, fait que je ne leur demanderai pas ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les mêmes procédés qu'en dentisterie humaine. Donc, c'est des appareils, pour la plupart, nous, c'est un appareil à ultrasons qu'on va utiliser pour vraiment enlever de façon non traumatique le tartre sur la dent. On va polir comme il faut. Les dents qui sont brisées, on va les enlever. Puis, s'il y a des grosses caries, des choses comme ça, on peut même faire des traitements de canal. Là, maintenant, chez les animaux, nous, on n'en fait pas ici. C'est des dentistes vétérinaires qui font ça. Ça peut être fait, les gens qui, s'il y a une demande, là, il y a des gens qui peuvent le faire à Montréal. Puis on peut faire des radios dentaires aussi pour vérifier qu'il n'y a pas d'abcès ou de choses comme ça. Donc, on remet tout ça à neuf. Après ça, on prend la résolution de brosser les dents, de donner une diète dentaire et on peut souvent étendre la durée entre deux détartrages comme ça, des fois presque à vie, hein, dépendamment des races de chiens. Au niveau de production, les cerfs Caron, ça date de combien d'années à peu près? On fête notre 60e anniversaire cette année. OK. Donc, ça fait quelques années qu'on a l'expertise, on s'y connaît. On n'a pas toujours été dans la production de plantes annuelles. C'est mon grand-père qui a parti cette entreprise-là. C'était principalement des légumes. On en produit un petit peu encore ici, dans le fond, mais pour les gens, pas le fruit en tant que tel, pas le légume, mais pour que les gens puissent les planter au potager. Mais ça a parti comme ça. Puis suite à ça, ça a évolué. Il y a eu une boutique de fleuristes même qui s'est ajoutée. Et ma grand-mère semait un petit peu ici et là des annuelles. Elle se disait tant qu'à y être, puisqu'on produisait des fleurs coupées, mais elle se disait tant qu'à y être, on va semer quelques plantes annuelles qu'elle offrait à la clientèle
même des fois, elle en offrait gratuitement pour qu'ils essaient ça. Et ça a continué comme ça. Puis tranquillement, pas vite, c'est vraiment la production de plantes annuelles qui a pris l'ampleur. OK. Quand on dit le temps qu'à y être, les serres Caron, c'est quand même imposant comme structure au niveau bâtisse qu'on appelle les serres, bien sûr. Oui. Il y a combien de superficie en tout là, que vous utilisez pour la production? 60 000 pieds carrés de serre ici. Donc, c'est sûr qu'on a un gros terrain de jeu. Le printemps, ça bouille, ça grouille, mais on a une partie aussi qui est allouée ici au centre jardin. On a une grande superficie qui a évolué au fil des ans pour le détail, dans le fond, pour la jardinerie. OK. Vous parlez de détails de jardinerie, mais au niveau de la clientèle, monsieur et madame tout le monde peuvent venir s'approvisionner directement. Mais il y a aussi des grandes surfaces que vous approvisionnez au niveau fleurs ou... Oui, tout à fait. On fait affaire avec des grandes surfaces, mais on principalement d'autres centres jardins spécialisés vraiment dans les annuels. Mais il y a les grandes surfaces aussi, mais il y a aussi des paysagistes qui vont aller pour faire des plantations, que ce soit à Québec. Notre clientèle est diversifiée, elle se promène de Québec, on va même un peu au Nouveau-Brunswick, jusqu'aussi au Bas-Saint-Laurent. Okay. Mais au niveau des paysagistes, vous pouvez même retrouver, il y en a beaucoup dans la région de Québec, puis vous pouvez même retrouver nos fleurs au Parlement. On aide la nature, bien sûr, pour être capable de récolter des produits et pouvoir les consommer dans la période de l'été et l'automne. Oui. La chose à ne pas faire pour le client qui se présente ici, justement, et qui part avec des plantes, il arrive chez lui, il y a des précautions à tenir en compte si on veut avoir, bien sûr, le minimum de réussite. Bien, tout d'abord, il ne faut pas planter trop tôt parce qu'il y a des risques de gel au mois de mai assez avancés qu'on a. Des fois, les gens ont tendance à vouloir partir avec ça, mais ça ne sert à rien, dans le fond. Il faut planter au bon moment quand les risques de gel sont passés. Puis ensuite de ça, bien, chaque plante a ses spécifications. Il y a des plantes qui sont très gourmandes, comme les poivrons, les tomates, les concombres, tout ce qui est courge. Ça lui prend beaucoup de compost. Les plantes qui sont, c'est une généralité, là, on y va très vaste là, comme explication. Mais c'est dans le fond aussi les plantes à feuilles, c'est un peu moins gourmand, tandis que les autres qui sont à racines, bien ça, c'est encore moins gourmand. Au niveau de la mise en terre des graines que vous partez ici, comment est-ce que vous procédez exactement? Bien, au début, c'est un semoir automatique, là, dans le fond, qui va électronique, qui sème 406 graines dans un plateau, qui va, avec ça qu'on travaille, parce qu'on en sème tellement qu'on ne peut pas y aller comme à la maison faire manuellement. Et ensuite de ça, ben là, une fois qu'ils sont bien poussés, on les met en terre dans des contenants un petit peu plus grands, selon les formats, selon les dimensions qui vont venir à maturité. Et c'est un terreau, dans le fond, qui est très léger parce qu'on doit pas mettre ça dans une terre qui est trop dure. Ça ne doit pas se compacter. Il faut que les racines fassent leur petit chemin. Ils sont en contenant. Donc, ça prend une terre légère. On a la fougère qui revient ou qui a toujours été tendance? Effectivement, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle. Par contre, c'est une plante qui est remise au goût du jour. Donc, les gens ils vont aimer ça, placer ça. Les gens qui ont de l'ombre beaucoup en avant de la maison, c'est ça, c'est une tendance qu'on observe. En fond, les feuillages beaucoup depuis quelques années. Pas juste une plante à fleurs, mais aussi la verdure qui se mixe avec les arbres et arbustes. Oui, on a un autre feuillage ici qui peut être très intéressant. Là. Belle couleur. Oui, c'est ça. Une petite repousse rosée qui est dans les exceptionnels. On a, si je me trompe pas, je vais vérifier, 1, 2, 3, c'est ça, 5 plantes à feuillage quand même. Parmi les exceptionnels. Oui, c'est ça, de l'édition 2013. Là. Tout le travail ici en serre, vous avez bien sûr la famille qui collabore, vous avez des employés québécois, mais il y a aussi des employés étrangers. On doit faire appel à la main-d'œuvre étrangère, dans le fond, puisque c'est un travail saisonnier, c'est très court comme saison. C'est de plus en plus difficile à trouver des employés qui vont venir année après année nous travailler avec nous. C'est une bonne main-d'œuvre qu'on apprécie leur travail, effectivement. Et on voit du cantalou, on voit des choux de Bruxelles. Est-ce que c'est pas un peu atypique comme... Non, pas vraiment. C'est des choses que les gens savent peu, qu'on peut produire. Ils pensent que pour le cantalou ou le melon d'eau, que ça va dans les pays chauds, mais c'est sûr que je vous dis que si on n'a pas un bel été avec de la chaleur, dans le fond, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais si on a un bel été, il n'y aura pas de problème. Les plantes vont être... vous allez avoir des beaux fruits. Là. Est-ce qu'il y a d'autres variétés qui sont surprises,
qu'on retrouve, bien, c'est sûr que je dirais qu'au niveau du potager, dans le fond, c'est plus au niveau des betteraves jaunes qui ont commencé à sortir. Ils ont comme travaillé au niveau des semences, là, des carottes de couleur, du panais, que les gens commencent aussi à ça, mais des épinards, des petits épinards, il y a toutes sortes des bêta-carles qui sont un peu plus spéciales que peut-être les jeunes d'un certain âge n'auront pas tendance à essayer. C'est ça. Mais c'est ça. Puis du côté, sinon, des potagers, c'est sûr qu'à chaque année, ils renouvellent l'offre avec des nouvelles tomates, des nouvelles variétés de tomates qui sont plus productives les unes que les autres et plus juteuses, plus sucrées. Ils ont toujours une amélioration de ce côté-là. Surtout du côté potager en pot qui travaillent parce que, bon, évidemment, les gens de la ville n'ont pas l'espace. Donc, ils travaillent fortement là-dessus, les hybrideurs, pour avoir des plants compacts qui vont être capables de garder facilement. OK. Puis c'est un marché qui se développe bien, les plantes en pot? Oui. Le potager, c'est quelque chose qui est vraiment... Les jeunes commencent, je dirais, leur expérience jardinage avec le potager. Parler des exceptionnels, justement, ça m'amène sur une autre question parce qu'il y a le potager esthétique, c'est pas le bon mot, mais qui est très, très populaire en France. C'est un semencier qui nous disait ça. Est-ce que vous remarquez la même tendance ici? Les gens veulent que ce soit beau. Oui, on va mélanger différentes textures. Même en ville, je sais qu'il y en a qui vont mettre en façade de leur maison des plantes potagères, en fait. Puis on va y aller avec un basilic pourpre, des feuillages, des textures différentes, des feuillages découpés pour, dans le fond, que ce soit à la fois joli. Il y a eu une histoire d'ailleurs à Drummondville avec ça, que les gens avaient fait une façade de maison qui avait fait un potager et que les gens avaient... Bon, la municipalité ne voulait pas. Finalement, ils ont gagné. Ils peuvent faire leur potager. C'est tout aussi beau, à mon avis, que des plates-bandes. Ou en tout cas, c'est mieux que quelqu'un qui ne fait rien de toute façon en avant de sa maison. Mais c'est sûr qu'un potager, c'est tout aussi beau que... Tout est dans l'agencement, bien sûr, des plantes. C'est ça, exactement. Et il peut avoir les conseils ici sur place. Oui, effectivement. On espère que cette émission vous a donné quelques éclaircissements sur comment faire un potager qui sera rentable. Même chose du côté de vos plates-bandes. Et bien sûr, d'avoir des bons plats à cuisiner pour manger tout l'hiver. Avec plus de 3700 membres et ses 5 divisions en constante évolution, Groupe coopératif Dinaco de la Pocatière est une coopérative innovante. Groupe coopératif Dinaco, partenaire officiel de l'émission Le Pied Ferme. La Financière agricole du Québec est une organisation de première ligne dans le développement du secteur agricole et agroalimentaire au Québec. La Financière agricole du Québec, 1-800-749-3646.